Coupez le son. Des faits de société, des événements, des faits divers, qu'ils soient financiers, parce que c'est ça le cinéma, c'est la vie, c'est la diversité, et c'est une appréciation différente pour chacun d'entre nous. Mais ce qu'on voulait aussi surtout, enfin chaque fois, alors on y arrive, on n'y arrive pas, c'est que toutes les histoires racontées parlent de l'être humain. Tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec un bénévole de l'association et je me suis dit que monsieur et madame Martin, dans une ancienne vie, peut-être qu'ils étaient professionnels du cinéma, tellement la qualité est au rendez-vous. Il a aussi, de par sa programmation de qualité, su fidéliser un public. Ici, cette année, dans la salle grandement remplie. Je vous souhaite à tous, pendant cette semaine cinématographique, beaucoup de bonheur et beaucoup de lumière. Merci. Elle nous rejoint. Et je crois qu'on peut l'applaudir. Vous nous dire peut-être 2 mots sur le lancement du film, et après on vous laissera la projection. Peut-être déjà poser une question pour lancer un petit peu le débat. Quelle est la genèse un petit peu du film? C'est une idée donc du producteur, c'est une idée de Vincent, enfin, comment ça a démarré tout ça? Vincent et moi, on se connaît depuis longtemps. Vincent a fait une très belle école de cinéma française qui s'appelle la FEMIS, et je l'avais rencontré. Vincent m'a proposé de lire le livre de Denis Robert, le premier livre de Denis Robert, qui parlait donc de l'affaire Clearstream 1, c'est-à-dire l'enquête du journaliste. Clearstream, la chambre de compensation au Luxembourg. Et on s'est intéressé après avec Vincent à l'affaire Clearstream 2, qui a une dimension plus politique. C'est cette guerre que Sarkozy et Villepin se menaient, Villepin Premier ministre, avec Chirac comme président, et les deux ne voulaient
absolument pas de Sarkozy au pouvoir. Je vous offre le Monsieur Caméra. Voilà, c'est une sculpture qui est faite. Voilà, c'est Monsieur Caméra, c'est-à-dire la caméra et ceux qui derrière font bloc. Symbolique. Mais merci beaucoup, ça me touche beaucoup. J'ai une vitrine avec quelques trophées dedans, César et autres. Ce n'est pas un César. Mais c'est pas un César, mais c'est pas grave. Caméra d'or, Lion d'or et autres trophées, mais il restait de la place. Et il y a des étagères encore en rab qui ne sont pas remplies, et donc en fait j'aime beaucoup ça. France Culture, j'ai pas le niveau. France Inter, ça va, je peux, mais pas France Culture. Non. On ne peut pas. Le cinéma n'est pas un monolithe. C'est une pyramide. Vous voulez le haut de la pyramide, il faut la base. À partir du moment où vous réduisez la base, vous dites « Ah, d'une base trop large, trop de mauvais films en bas. » Vous voulez la réduire pour arriver au monolithe de Kubrick. Ça ne marche pas, ça n'est pas le cinéma, ça n'est pas l'art. On ne peut pas faire un cinéma à la URSS, quand elle existait encore, à la soviétique, différemment, avec le même film. Et vous n'allez pas être d'accord. Vous allez dire, mais moi j'ai vu une merde. Et l'autre va vous dire, ah, pas du tout, madame. Moi j'ai pas vu une merde, j'ai vu ça. Je dis, mais je suis pas d'accord avec vous. Ah, mais moi non plus. La perception de chacun, c'est ça l'art. C'est vous regardez une toile, et il y a ceux qui se disent, ah, et l'autre qui dit, mollo, c'est une croûte. Bienvenue donc pour la projection du film Joyeux Noël de Christian Carillon. C'est un film qui est européen, c'est-à-dire la production. Dans la production, il y a des Français, des Britanniques, des Allemands, des Roumains. Anna, ich muss zurück an die Front. Ich möchte heute Abend für die Kameraden singen. Ganz besonders heute Abend. Mon lieutenant, il se passe quelque chose de bizarre en face. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre? On peut-être marre les Allemands. Ça se trouve, ils veulent se rendre. Ah, le boss. La première scène là où il parle plus. Je vais rentrer moi. Je voulais rentrer dehors un peu. Et on comprend aisément, bien sûr, que Jacques Audiard ait traité la relation père-fils dans ses films, parce que c'est quand même pas un héritage si facile à assumer. Alors c'est un monde patriarcal, c'est-à-dire on va interroger la présence des pères, le père, le passeur, l'initiateur, le parrain, bien sûr. Et donc on va interroger l'héritage et la transmission, y compris dans le domaine proprement cinématographique. On a la figure de Romain Duris, il faudra qu'on reparle lorsqu'on va regarder l'affiche française, sur lesquelles il y a un certain nombre d'éléments qui renvoient évidemment au polar, la manche ensanglantée, le pistolet, et puis cette scène-là, qui évidemment donne une autre dimension au rapport au piano. Comment vous voyez le pianiste, comment vous sentez le pianiste dans cette représentation, dans cette affiche-là? Est-ce que les autres affiches, l'italienne et l'américaine en particulier, qui vont simplifier le film et le resituer dans un genre, un seul genre donné? Puis mon père est tombé malade et puis je me suis occupé de lui, on s'occupe d'un enfant. Première phrase, t'as connu mon père, toi. On est dans le noir, dont la voix précède la naissance de l'image et fait naître l'image sur la problématique de la connaissance du père. C'est un film sur des gens qui vivent en banlieue et l'espèce de cercle vicieux qui peut s'installer entre les différents protagonistes. C'est à moi que tu parles, enculé, c'est à moi que tu parles. Hein? C'est
C'est à moi que tu parles, là. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. 2, 3, 4. That's the sound of the police. Lick up police. That's the sound of the police. Lick up police. That's the sound of the police. Lick up police. Pourquoi on en est là? Pourquoi on en est là dans cette haine? D'où ça vient? Alors évidemment, c'était pas possible de raconter cette histoire en la situant uniquement dans le 16e arrondissement. On y va dans le 16e, dans le film. Mais le point de départ devait être la banlieue, évidemment. Donc voilà, c'est en cela qu'il a dû dire que c'était pas un film sur la banlieue, mais de fait, ça l'était. Bonsoir à tous. Alors avant de vous parler du film que vous allez découvrir tout à l'heure, Timbuktu, je voudrais appeler 2 jeunes filles de la faculté Champollion, donc Maëva et puis Léna. Donc si elles voulaient bien venir. À chaque fois, une place de cinéma pour la projection du lendemain. Ce qui est présenté dans ce film, c'est la vie dans la partie nord du Mali. Et donc ça reflète vraiment ce qu'il en est de la vie des Touaregs dans cette région, parce que ce sont des Touaregs qui habitent en grande majorité le nord du Mali. Est-ce que ça a à voir également avec toutes les dégradations du patrimoine de l'UNESCO qu'il y avait eu par, il me semble, des mouvements un petit peu extrémistes? Est-ce que c'était sur la même période? Enfin, après, j'ai pas... L'Afrique devient une espèce de terre de mission. Il y a une volonté de l'expansion qui est là, et cette forme radicale est soutenue, je le disais tout à l'heure, est soutenue par l'Arabie Saoudite qui finance un certain nombre d'organisations. Il y a d'une part cette gazelle qui va vers l'épuisement et qu'on a au début et à la fin. Discours politique dénonciateur. Il a essayé de transcrire ce qu'il en est de la vie de la population qui était là et qui voit arriver ces hordes, pour employer ce mot. Et donc comment cette impossible cohabitation a pu avoir lieu avec les dégâts qu'il y a eu. Faut que tu fasses ce que tu veux. Dis-le. Je fais ce que je veux. Vic. Vic comme victoire. Il y en a une,
Mesdames et messieurs, pardonnez mon hésitation. J'ai mis un peu de temps à comprendre que ce concert d'éloges m'était véritablement destiné et que c'était bien moi que l'on appelait à cette tribune. Et donc d'inspiration hitchcockienne, puisque oui, c'est un film inspiré d'une histoire d'Alfred Hitchcock. C'est pour cela que nous avons choisi de mettre une musique reprenant des sonorités de Bernard Herrmann, qui était le compositeur d'Alfred Hitchcock. Alors essayez d'être attentif au rythme du film, au montage, et puis à la valeur aussi des chansons. Comment elles signalent le personnage, mais comment aussi elles lui permettent d'exister. Et peut-être même, d'une certaine manière, comment le film influe sur la question qu'il pose. C'est-à-dire, quels sont les rêves, en quoi ce film leur permet d'exister et de se projeter un petit peu. Bonne projection. Je m'appelle Gaëlle. Dans ce documentaire, vous allez découvrir ma vie et celle de mes amis pendant notre année de terminale. L'histoire d'une bande d'ados rêveurs, un peu rebelles, parfois carrément paumés. La vie de nos familles aussi. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions sur éventuellement ce que le film peut suggérer comme... Et c'est assez frappant de voir que les textes des chansons collent à la personnalité de chacun. Hein. Y compris les scènes de reproche, on n'a jamais ce travail du chant contre chant. La lumière dans une focale donnée d'avance. Avant, c'est pas pareil du tout. On choisissait l'objectif, ça mettait un quart d'heure. Donc c'est deux choses qu'il faut bien distinguer, mais on va pas trop s'étendre là-dessus. Disons que la longue focale, vous voyez tout ce que c'est, parce que le zoom, vous avez tous fait l'expérience des jumelles. Hein, on est là comme leur texte pendant 1 heure, on chante contre chant. Vous voyez? Quand vous travaillez à la télé, ça m'est arrivé une fois. Il accentue l'hétérogénéité au fur et à mesure, enfin l'asymétrie. C'est-à-dire qu'au début, il fait assez symétrique. Et tout d'un coup, on passe vraiment de plans longue focale, près de l'axe sur son père, et des plans qu'on dirait des plans tournés. Une voiture de collection et une voiture multifonction. Une maison pavillonnaire tout à fait charmante dans un quartier relativement calme. Je vois en toi une joie lumineuse. Est-ce ton retour au notaire ou notre grande et belle victoire glorieuse? Non, mon frère. Passe par là, tu C'est parce que je n'aurais pas raté mon entrée. Bah, t'as de la marge, c'est dans 2 heures. Jean-Charles Pogan, le réalisateur de Ogre. Sarah Boulet. Sarah Brûlé qui a participé à la colorisation de Oripo. Ted Hardy-Carmack qui a réalisé Passé composé. Et François Gouignon qui a réalisé Le concours d'Anatole. Et on attend je pense. Donc Maxime Dambrun qui a réalisé Emra. Mais c'est bien de préciser, parce qu'il y en a quand même. Et voilà. Et puis après, c'est surtout que là, bon, alors l'économie artistique, si les gens voulaient que les gens soient payés, il faudrait une manne d'argent parce que bon, il faut financer aussi l'artistique, donc c'est compliqué. En même temps, le court-métrage, c'est quand même une industrie. Le court-métrage est une forme en soi et c'est pas parce qu'on fait du court-métrage qu'on veut faire un long-métrage. C'est pas du tout même.
Je vais commencer par le troisième, il s'agit d'Oripo. Le deuxième, c'est Une retraite à deux. Et le gagnant, moi je suis désolée parce que le réalisateur n'est pas présent. Il s'agit donc de Peuple de Midonès, Laurent la Reine Lafus. Laissez-vous aller, le temps d'un baiser, je vais vous aimer. Merci en tout cas d'être venu et je vous salue et je remercie Skype et puis la NASA du cinéma d'Albi. Merci à vous, bonsoir. D'ailleurs, on a eu la chance de compter sur l'amitié de David qui nous a presque offert tout au début les droits du roman, qui était déjà un gros succès de librairie. Je ne sais pas si je suis clair dans ma réponse, mais cette question-là, en fait, Jean-Paul lui disait, cette question-là, si Mathieu la pose à son père, il peut pas lui répondre, parce que son père va lui répondre d'une manière assez protectrice, paternelle, évidemment, voilà. Et celui-là, le vendeur d'essence, le vendeur de trucs, il en a simplement rien à foutre, en fait. Et puis Annie, c'est la personne la plus gentille qui soit. Nous, depuis qu'on a travaillé avec Annie, moi, elle m'appelle une fois par semaine pour savoir comment je vais, quoi. C'est assez étonnant. Vous allez assister à la projection en avant-première du film Mon amie Victoria de Jean-Paul Siverac, film qui sortira le 31 décembre 2014. Tout d'abord, bonsoir. Merci beaucoup de présenter ce film dans le cadre du Festival de cinéma francophone d'Albi et de m'inviter. J'aimerais vous raconter l'histoire de Victoria. Une histoire qui aurait pu avoir un autre cours. Bonjour, je suis la maman d'Edouard et de Thomas. Ta tante doit se reposer toute seule ce soir. Tu vas dormir ici, tu seras très bien. Se terminer autrement. Je me dis souvent que peut-être j'aurais pu y changer quelque chose. Tu te souviens pas de moi? Victoria, on était dans la même école. J'ai dormi dans ta chambre. Et tu m'as reconnue après toutes ces années. Qu'aurais-je pu faire pour Victoria? Je suis enceinte. Je veux pas avorter. Quoi? J'ai bien réfléchi. Je veux pas qu'il le sache. Aurais-je dû aller plus fermement contre certaines de ses décisions? Thomas? Oui. C'est Victoria. J'ai un enfant. C'est une petite fille, elle s'appelle Marie. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? T'es en colère? Tu te dis qu'on te mène pas en bateau, enfin t'as pensé aux conséquences si tu reconnais cet enfant? Il a pas été question d'argent. Victoria, elle est pas comme ça. Ce serait peut-être bien d'en donner pour cet enfant. Ah, elle est légère, cette petite crème au caramel. Peut-être pas la bonne comparaison. C'est pas tes maîtres, ces gens-là. Et on n'est pas leurs esclaves. C'est le moment de fêter tout ça? Victoria, que diriez-vous d'envoyer ce petit amour dans une bonne école? Papa a complètement changé d'avis sur l'éducation des enfants. Au départ, j'ai été abordée et j'avais peur que le film soit un film cliché sur la bonne conscience de la gauche parisienne, d'une certaine gauche parisienne, et d'être un peu dans quelque chose dans lequel je ne me reconnaissais pas. Et c'est vrai que très tôt, le personnage de Victoria m'a beaucoup touchée parce que je trouvais que le scénario, c'était plus un portrait de femme qu'autre chose. C'est un film qui est basé sur un roman de Doris Lessing, une romancière anglaise, qui s'appelle Victoria and the Staveneys, donc Victoria et les Staveney, et la famille Staveney, et qui raconte l'histoire de Victoria, qui est une jeune fille noire d'un milieu populaire,
et qui tombe enceinte d'un jeune homme blanc d'un milieu aisé et qui révèle la paternité de ce jeune homme 7 ans après, qui lui révèle 7 ans après qu'il a une petite fille. Voilà. Il y a 10 ans, j'ai fait un documentaire pour la télévision qui s'appelle Un an dans les vignes, et où je suivais des vignerons. Pour le coup, ils étaient vraiment au centre de l'attention dans l'Hérault. Et donc, moi, j'ai pas fait les vendanges. Je crois que je suis un peu trop bourgeois pour avoir besoin de faire les vendanges. En fait, je travaillais à la banque. J'étais trader. Comment ça il y a un documentaire en France maintenant? J'ai gagné un prix à Leipzig il y a 10 jours, un super prix du documentaire sur le travail, disons. Il y a eu Turin, il y a eu un truc à Paris, enfin bon voilà. Là on est en tournée à Créan et tout ça, et on attend du distributeur la date de sortie nationale. Voilà, c'est un petit distributeur qui a pris beaucoup de films avec lui, qui a plein de sorties prévues. Un grand merci de leur confiance à eux, etc. Ils m'ont foutu une paix royale pendant 2 ans. Merci beaucoup. Revenons à des sujets plus politiques, s'il vous plaît. Independencia. Independencia. Portugal. Independencia. España. Bonsoir, merci d'être si nombreux. Effectivement, c'est une projection hautement symbolique pour moi, puisque Albi est le berceau de... Enfin, voilà, qui est un endroit dans lequel j'ai passé beaucoup de temps, puisque ma famille, la famille Alès, est basée ici depuis un certain temps. Donc moi, j'y ai passé beaucoup de mon enfance et de mon adolescence, et que j'ai un certain nombre des représentants de cette illustre famille dans la salle, dont ma grand-mère, et puis que je suis entouré d'une équipe de collaborateurs qui sont très proches, à savoir chef opérateur, premier assistant, script et producteur. C'est toujours les mêmes, on se connaît. Super film. On avait vraiment à cœur de faire cette projection parce que ça révèle l'excellent partenariat qu'on a avec Mediatarn, la ménagerie, et autour du travail qu'a réalisé Bérengère Kerviel, donc professeur des écoles et les enfants, de Lucie Aubrac, qui ont créé ce court-métrage d'animation, L'incroyable voyage de Lucie Mauviette. Deux petites choses, donc on se connaît plus ou moins les uns et les autres. Je vous rappelle qu'avec mon camarade Marc, qui nous a pas rejoint sur la scène, Marc Sarrazy, nous travaillons toute l'année autour des opérations école et cinéma et collège au cinéma. Remercier tous les enfants qui sont venus et leurs parents qui les ont amenés. Je suis vraiment ravie qu'il y ait autant d'enfants et autant de monde. Attention, la voilà. Salut Lucie. Ouh, la peureuse, la mijaurée. Elle a peur de tout. Elle est toute petite. Ouh, elle voit des monstres partout. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que vous avez vu ce matin? On a vu
voyage de Lucie Musette. Ah d'accord. Et ça a été? C'est trop bien. C'était trop bien. Ah d'accord. J'ai surtout bien aimé le dernier car les dessins, c'était bien avec des Pigouzin. Ah d'accord. Moi, d'Albi. Moi, je suis au collège à Sainte-Marie. Moi, je suis à Caen. D'accord. Et de quoi parle l'histoire? Qu'est-ce que vous avez vu dans ce court-métrage? Quelle histoire vous avez aimé? C'était tout bien franchement, mais c'est vrai qu'on a quelques petites préférences. Lequel, par exemple? Moi, j'ai bien aimé celui avec les bonbons. J'ai trouvé ça mignon. Ah, super. Et toi? Moi, j'ai bien aimé le dernier parce que ça peut faire comprendre aux adultes que ça peut leur faire comprendre des choses. I'm sorry. You know who I am? Yes, sir. So you know I'm looking for players. Yes, sir. Then why did you stop playing? شخصيته بتقتنع. Il me semble que le film est très porteur de questions et j'ai envie de vous laisser la parole tout de suite. Où en est la situation aujourd'hui, actuellement, la Tunisie? Je crois que c'est ce qui nous intéresse. La fin du film, on la voulait avec le scénariste peut-être un petit peu inquiet dans l'expectative. On ne voulait pas fermer des portes ni donner des réponses parce qu'on ne le sait pas nous-mêmes. En fait, moi j'étais en France et j'étais en promotion de mon précédent film, Les Secrets, quand les événements ont éclaté. Et en fait, je suis partie à Tunis juste après, le lendemain de la libération, enfin libération, c'est la libération, le départ de Ben Ali. Alors en fait, nous, ce qui était important pour nous, justement, déjà à l'écriture, et ensuite évidemment il y a eu la mise en scène, c'est de faire en sorte de mettre en avant des personnages et les itinéraires de ces personnages-là et faire en sorte que cet itinéraire croise celui de la grande histoire. Pour les Camerounais, c'est là-bas. Au revoir, bonne chance. Merci. Pour les Nigérians, c'est là-bas, derrière des rochers. Moi, je retourne chez les Congolais. D'accord, merci. Bye. Pourquoi un film sur l'immigration? Je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel c'est un sujet nécessaire. Tout le monde devrait faire un film là-dessus. On devrait obliger chaque cinéaste à faire au moins un film sur la migration. Non, je plaisante, mais c'est un sujet, pour moi, qui a une sensibilité vraiment, je dirais, au monde et aux pays du Sud. C'est un sujet irrésistible. Voilà, c'est un sujet où on ouvre le journal, on trouve chaque fois des histoires incroyables sur des histoires de migrants qui racontent des voyages tous plus étonnants les uns que les autres. Pour moi, c'est un sujet irrésistible. Une énergie comme ça, très grande énergie. Et pour moi, je dirais, l'Afrique, c'est avant tout ça. C'est l'énergie. C'est ça que je trouve extraordinaire dans ce continent, l'Afrique, même au Maghreb, mais peut-être encore plus en Afrique noire, cette énergie incroyable qui explose partout, dans cette manière de parler, dans ses gestes, Et tous les personnages du film et tous ces gens qui sont venus jouer dedans, qui sont donc devenus des acteurs en faisant ce film, ils avaient cette énergie, ce sens de
l'invention, cette envie de donner. Et oui, c'est ça que je retiens de cette population-là, c'est plein de gens qui ont une envie folle et en même temps qui n'ont pas d'espace tellement pour que toute cette créativité puisse s'épanouir. Je m'appelle Léa, et puis je suis en lettres, on est tous en 3e année de lettres modernes. D'accord. Moi c'est Emmanuel, et on est tous sur Albi en fait. Et on travaille sur le festival en ce moment. Voilà, moi c'est Marine. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Peut-être expliquer notre projet, c'est-à-dire qu'on établit un suivi journalistique du festival. Ça se présente sous forme de blog sur internet, donc on poste tous nos articles et aussi tout ce qui est sur support vidéo et aussi sur support papier. Voilà, c'est un petit quotidien qu'on distribue chaque soir, aux séances du soir en tout cas. Voilà. Bon, je m'appelle Paul-Émile et pour rajouter quelque chose aussi, on peut dire que finalement nous avons un point de vue très subjectif, on n'est pas des professionnels de la critique, mais on essaye d'adopter une démarche personnelle, soit plus analytique, soit plus dans l'émotion. Mais c'est une expérience qui est très enrichissante parce que le groupe marche vraiment. Il y a une vraie dynamique, on se découvre, on se nourrit les uns des autres et c'est formidable. Moi c'est Maëva et rajouter de plus. Je crois que tout a été dit, il me semble, l'essentiel. 3, 2, 1, ouverture. Vous êtes une de nos plus anciennes ici. Il me paraît donc logique que vous soyez une des premières à partir. Avec la banane. On se fait virer. En plus, faut sourire. Alors soit on se couche, soit on se bat. Alors une question assez bateau, bon, c'est comment est née cette histoire, enfin, pourquoi vous avez voulu traiter cette affaire de solidarité en fait dans ce film? Voilà, vous l'avez bien dit. En fait, c'était une idée de faire... Deux choses. Déjà, la première idée, c'était de faire un film sur l'entraide, la solidarité, d'une part. Et puis, moi, je suis assez intéressé aux conséquences positives qu'a eu cette crise financière qui ravage beaucoup de gens. Il y a beaucoup de familles, beaucoup de vies. Et j'avais envie de montrer ma vision avec modestie de personnages qui prennent leur destin en main. Et voilà, de ces personnes qu'on croise un peu partout. Donc le sujet de Julien nous a amené aussi à quelque part à nous sensibiliser à un temps donné, à nous responsabiliser pour essayer d'incarner le plus justement possible, justement la vérité des autres, qui a été, pour certains d'entre nous, notre vérité, qui l'est encore, puisqu'aujourd'hui on est là et qu'il y a des hommes comme Julien qui décident de parler et de dire encore qu'il y a plein de questions, mais qu'il est temps parfois aussi de trouver des réponses, sans tomber dans le militantisme non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... agir, c'est déjà être politique, mais ce que je veux dire, c'est que c'est là où j'aime le film, où je suis spectateur aussi, croyez-le ou pas, c'est qu'il a cette dimension humaine et de spectacle qui est réjouissant. Vraiment, c'est-à-dire qu'on sort de la salle, je ne devrais pas dire ça, je suis partie prenante, mais j'ai le droit encore d'être spectateur. J'ai un vrai bonheur quand je sors de ce film. Ça, c'est cool. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, quand on s'est beaucoup aimé sur ce tournage. Chanté. Bonjour. Ah. Oui. C'est un Souko. Donc voilà, on avait fini. On avait fini. Voilà. Nous aussi alors. Pardon, merci. Voilà. T'as envie de venir nous voir aussi sans micro, on va rester en haut. Merci à vous.
Discount, en fait, ça raconte la vie de 5 employés en particulier d'un hard discount qui vont se retrouver confrontés à l'arrivée des caisses automatiques et donc un chômage imminent qui va les toucher. Et au lieu d'attendre de se faire licencier et de rester les bras croisés, etc., vont avoir l'idée en fait de récupérer des produits qui normalement sont jetés tous les soirs, des produits frais notamment qui sont jetés dans des bennes, et de les récupérer secrètement et de fonder leur propre discount alternatif, de fonder leur épicerie. Et voilà, c'est 5 personnages un peu les pieds nickelés, un peu bracassés, hein, c'est une comédie sociale, un peu la Ken Loach. Donc voilà, ça c'est le point de base, point de départ, et puis évidemment ça n'a pas marché exactement comme il le voudrait. Et moi à l'intérieur de ça, je joue une jeune fille qui s'appelle Emma, qui a 29 ans et qui élève seule son enfant, qui donc évidemment a besoin de ce travail, enfin, comme tous mes collègues dans le film. Et je vis avec Christiane, qui est jouée par Corinne Maziero. Donc, dernière journée du festival, qui démarre donc par un joli petit film, vous allez voir, qui s'appelle Vincent n'a pas d'écaille. Le réalisateur s'appelle Thomas Salvador. Il s'agit là en fait de son premier long métrage, donc découverte d'un réalisateur, vous allez voir, très original. Ce film sortira en salle donc, le 25 février, je pense, c'est ça, 5 février. Donc vous avez la chance de le voir bien en amont. Il sera donc distribué par une maison qui s'appelle Le Pacte. Alors sans plus attendre, je vais appeler donc le réalisateur, donc Thomas Salvador. Et puis la productrice du film est Julie Salvador. Vous avez compris, c'était la même famille. Et laissez la parole. Bonjour. Merci pour cette confiance et l'invitation au festival. C'est venu d'une image en fait. Je trouve que, souvent dans mes films, dans mes courts-métrages et pour ce film-là, c'est venu d'un décor en fait. Bon, tous mes films sont assez physiques comme ça, il y a toujours un côté parfois burlesque, en tout cas un peu acrobatique, un peu comme ça. Et moi, quelque chose que j'adore voir au cinéma, c'est un acteur ou un corps, vous parliez des corps tout à l'heure dans le film, qui va aller s'inscrire dans un type d'environnement en fait, que ce soit une forêt pour un des courts-métrages, ou la montagne. Et là, j'ai eu l'image comme ça d'un type qui nagerait dans un cours d'eau. C'est que comment le personnage il a fait pour sauter pour aller jusqu'au pour sauter du pont en fait. J'avais demandé à Thomas de rédiger une note ou même des croquis parce que ça intriguait de dire voilà, toutes les cascades, les trucages vont être faits de façon mécanique. Quoi. Ah oui, mais alors mécanique, c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure dans la salle avec la bascule, tout ça. Et je me souviens, moi, avoir donné des croquis, des schémas que Thomas avait fait pour pouvoir donner un peu plus d'indications. En préparant le film, il y a un moment, on m'a dit mais il n'y a pas de plan sous l'eau. Et ça m'a semblé complètement déplacé en fait. Et après je me suis raconté qu'en fait, comme il y a beaucoup de pudeur dans le film, et que le personnage aussi il aspire à une discrétion, je me suis dit qu'il fallait lui laisser un espace en fait. Qu'il fallait... c'est son endroit, il va peut-être se régénérer, se ressourcer, il peut y faire ce qu'il veut. Et moi je voulais pas aller le traquer jusque sous l'eau. Et c'est vrai que dans le film il y a beaucoup de moments où il disparaît. Et il est sous l'eau, c'est son élément, donc on l'y laisse. En tout cas, je tiens à remercier chaleureusement le festival pour son accueil et cette belle séance de ciné-brunch. Donc merci beaucoup.
Qu'est-ce que je disais déjà? Tu parlais de ton mari. Ah oui. Toi, tu parles beaucoup avec Michel? Oui. Il est très ouvert, Michel, tu sais. Vous parlez de quoi? De tout et n'importe quoi. Comme tout le monde. Puisque tout est question de regard, en fait. On existe beaucoup dans le regard des autres. Il y a l'irruption d'une caméra pour laisser des traces. Comme dit un personnage à un moment, à quoi bon tout cela s'il n'y a personne pour dans tout ce bazar, si personne n'est là pour le voir. Et ces photos découvertes en attestent d'ailleurs. C'est-à-dire que ces hommes ont éprouvé le besoin de se photographier parce qu'il fallait que ça existe. Que ça ne soit pas seulement un mirage. Et oui, le découpage de l'espace, des espaces à travers des miroirs, des reflets, des fantômes peut-être aussi, me paraissait une piste intéressante par rapport à cette histoire. C'est la tradition au 36. Et le dossier Pascal Escarfaille? Elle a été violée pendant des heures. Après, il l'a torturée, il a joué avec elle. Ça, c'est la récompense. Viens pour décompresser ou chialer. Essaie de garder un peu de distance. Sinon, elle va te démolir, cette affaire. Je laisse la parole donc à Frédéric et bienvenue. Merci. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez tout dit, en fait. On se parlera après, en fait. C'est vrai que c'est un film, on en parlait tout à l'heure, cinéma de distraction, cinéma de transmission. Là, on est plutôt dans la transmission. C'est un témoignage assez précis de cette tragique affaire des années 90 en France. Mais je pense aussi qu'avec David, on l'avait écrit de manière pudique et très respectueuse. Donc on n'avait pas de volonté d'être voyeur de scènes de crime, on voulait parler dans ce grand gâchis humain, dans cette grande noirceur, de la petite étincelle de lumière qui reste quand même au bout, et que l'homme se protège quand même, quoi. Mais en même temps, très vite, on a eu SMD comme distributeur dès le départ. Je crois que j'avais pas fini d'écrire quand vous êtes rentré dans la boucle. Très vite, on a eu Canal, France 3 est arrivé pas très longtemps après. Il y a quand même des gens qui ont envie d'assurer une diversité culturelle et donc cinématographique, heureusement.
Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et du temps perdu, à savoir comment oublier ces heures. Je sais plus les paroles, à coup de pourquoi. Moi, je t'offrirai des perles de pluie, venues de pays qui n'existent pas. Enfin bref. Non mais l'air en plus c'est très mauvais, donc voilà. L'air je le perds, c'est terrible. Mais je dois en refaire une autre, c'est pas bien. Je chante très mal. Ma barque vagabonde, errante au gré de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire le tour. Youkali, c'est le pays de nos désirs. Youkali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Ça, c'est Niech pomatoszkie powoli, powoli, choteszkie ragus trawoj. Niech pomatoszkie. Voilà, ça continue comme ça. D'accord. Pour les organisateurs, alors merci beaucoup de nous accueillir. C'est un festival très simple, très sobre, sincère et touchant, super. Voilà. Et c'est toujours très touchant de voir à la fin des gens qui ne sont pas professionnels, des simples spectateurs qui réagissent comme ça au film. Et c'est pour nous qu'on fait ça. Regarde bien, regarde. Regarde, hop, contre-champ. Alors, une petite danse, les gars. Voilà. Et là, on tourne, et alors c'est bon. Non, moi je peux te dire juste un truc, c'est que sur le festival, tu me demandais un petit mot sur le festival. Les organisateurs du festival, en fait, ont vu mon film dans un autre festival. Et ils sont venus me voir à la fin, c'était cet été. Ils étaient très touchés par le film, ce qui est très touchant pour nous qui faisons le film. Et ils m'ont dit, est-ce que tu viendras faire la fermeture, la clôture de notre festival? Et on a dit oui, et on est là, par leurs paroles. Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien notre paresse et nos matins d'amoureux. Dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à deux. Dis-moi que je suis la seule que tu n'aies jamais autant désirée. Je n'ai pas de rendez-vous, plus de rencard que j'ai envie d'accepter. Avec toi c'est évident, je suis prête à oublier mon passé. J'ai toujours aimé charmer, mais peu importe, il n'y a qu'à toi que je plais. Moi je me dis que c'est toi, et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs. Juste comme ça, moi je me dis que c'est toi. Et je sais que tu y crois. Pardonne-moi mes doutes et mes colères, le temps fera l'affaire. Et toi et moi, oh ça ira.